Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction du concours de la présélection de l'ICEA 2021. Alors, avant toute chose, nous tenons à vous rappeler que le document de correction des anciens sujets de présélection de l'ICEA édition 2024 est disponible. Vous pouvez commander ce document au numéro WhatsApp qui apparaît à l'écran, que voici. Alors, ce document contient les anciens sujets de présélection, d'accord, les anciens sujets de la présélection. On va compléter. Donc, les anciens sujets de présélection de 2011 à 2024 avec les corrections. Et plus important aussi, nous avons identifié les liens, les fichiers et les documents dans lesquels sont tirés ces anciens sujets de présélection. Donc, une meilleure préparation pour ce concours, c'est tout simplement mettre toutes les chances de son côté et par conséquent, savoir dans quel document avaient été tirés les anciens sujets. Donc, avant de commencer, nous allons vous présenter le sujet de 2021. Le sujet de 2021 est un sujet relativement simple, d'accord? Présélection ISE, cycle long et AS 2021. Alors, ce sujet comportait exercice 1, un premier exercice sur les fonctions, un deuxième exercice sur les probabilités, un troisième exercice sur les suites, un quatrième exercice sur les nombres complexes et transformations géométriques. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier exercice de ce concours. Donc, on va aller sur un tableau noir que nous avons préparé. Présélection ICEA 2021, exercice 1. Donc, revenons à l'exercice 1. Que dit l'exercice 1? Voici l'exercice. On considère les fonctions f et g définies respectivement sur les intervalles moins 1 à plus l'infini et 0 plus l'infini par f de x égale à 2x sur 1 plus x moins logarithme de 1 plus x et g de t égale à ln de 1 plus t sur racine de t si t est strictement positif et g de 0 égale à 0. Première question, étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Donc, alors, le domaine de définition de f, elle a été dite, elle a été donnée, c'est l'intervalle moins 1 à plus l'infini. On va donc étudier les limites de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure et en plus l'infini. Donc, sans plus tarder, on passe à la feuille de correction. Donc, première question, on va calculer la limite de f de x, d'accord? Quand x tend vers, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Alors, cette limite est égale à quoi? Cette limite est égale à la limite, on va d'abord écrire la fonction. Alors, la fonction c'est 2x sur 1 plus x moins logarithme de 1 plus x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ici, on peut faire un changement de variable. On peut poser petit a égale à 1 plus x. Donc, on se rend compte que quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure, alors a tend vers 0 par valeur supérieure. Et on sait aussi, d'après ce calcul, que x est égal à a moins 1. Donc, x égale à a moins 1. X égale à a moins 1. Donc, cette limite est égale à la limite quand x tend vers... Bon, là, on a fait le changement de variable. Maintenant, c'est lorsque a tend vers 0 plus de 2 facteurs de moins 1 plus a, le tout divisé par a moins logarithme de a. D'accord? Et ça, ici, à ce niveau, on peut mettre 2 sur a en facteur. C'est égal à la limite quand a tend vers 0 plus de 2 sur a facteur de moins 1 plus a moins a ln de a, le tout divisé par 2. Très bien. Alors, à ce niveau, on peut donc calculer nos limites. Alors, quand a tend vers 0 par valeur positive, cette quantité-ci tend vers moins 1 et cette quantité aussi tend vers 0.
tout simplement à cause de la limite classique. On peut rappeler la limite classique qui dit que la limite de a puissance r ln de a quand a tend vers 0 par valeur supérieure est égal à 0. Est égal à 0. Donc, toutes ces limites-ci vaut 0, celle-là vaut moins 1. On va rester avec 2 sur 0 plus. 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini par multiplié par le moins 1 qui est ici. Ça va faire moins l'infini. Donc, le résultat final de cette limite n'est rien d'autre que moins l'infini. Moins l'infini. On peut aussi calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. D'accord, c'est égal à la limite de 2x sur 1 plus x moins logarithme de 1 plus x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, on remarque que cette fonction, c'est la somme de deux fonctions. On a une fonction rationnelle ici. La limite d'une fraction rationnelle à l'infini est égale à la limite du rapport des monomes de plus haut degré. Donc, cette limite va donner 2x sur x, c'est-à-dire 2. Et en fin de compte, on va obtenir 2 moins la limite de ln de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par le moins, ça va faire moins l'infini. Donc 2 moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Donc voilà, ainsi calculer les deux limites recherchées. Donc on peut consigner ça. On a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure est égal à moins l'infini. C'est aussi égal à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, c'est tout pour la première question. Donc, deuxième question. Étudier les variations de f et de dans son tableau de variation. Donc, pour étudier les variations de f, on va calculer la dérivée. Mais avant de dériver une fonction, il faut justifier qu'elle est dérivable. Donc, à la deuxième question, on va tout simplement dire que f est dérivable sur son domaine de définition comme somme de fonctions dérivables. Somme de fonctions dérivables. Et dans ce cas, quel que soit x qu'on prend dans le domaine de f, à quoi est égale la dérivée de f de x? On a f' de x qui est égal, comme c'est la somme de deux fonctions, ça va faire la somme des dérivées. Donc ça va faire la dérivée de, ça va donner la dérivée de 2x sur 1 plus x, sa dérivée, moins la dérivée de ln de 1 plus x. Très bien. La dérivée de 2x sur 1 plus x, alors ça c'est le ratio de deux fonctions, c'est égal à 2 facteurs de 1 plus x moins 2x, le tout divisé par 1 plus x au carré, moins la dérivée de ln de 1 plus x qui est 1 sur 1 plus x. Donc, lorsqu'on va simplifier, on va trouver 2 sur 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x. On peut réduire ça au même dénominateur. On peut dire que cette quantité-ci, c'est 1 plus x au carré multiplié par un facteur de 1 plus x. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va dire que c'est égal à 2 moins 1 plus x, le tout divisé par 1 plus x au carré. Ce qui va donner 2 moins 1, donc 1 moins x sur 1 plus x au carré, tout simplement. Et on peut étudier le signe de cette dérivée dans un tableau de signes. Donc, on aura x là. Alors, la fonction commence à moins 1, ça s'arrête en plus l'infini. La dérivée s'annule en
à 1, n'est-ce pas? Si on résout cette quantité égale à 0, on va trouver x égale à 1. Donc, on a f' de x ici, f' de x. Ensuite, juste en bas, on a notre f de x pour donner le sens de variation. La dérivée s'annule là. Alors, on aura le signe plus moins. On a les doubles barres là. Donc, ça veut dire que la fonction ici, elle est croissante. Elle est croissante sur l'intervalle moins 1, 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, conclusion, f est croissante sur l'intervalle moins 1, 1 et décroissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle 1 à plus infini. Donc, voilà, c'est tout pour la deuxième question. La troisième question, de quoi parle-t-elle? Démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet dans l'intervalle 1 plus infini une solution unique alpha et donner sa valeur approchée à 10 puissance moins 2 près. Donc, pour répondre à cette question, on va alors on étudie l'existence d'une solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on est sur cet intervalle-ci, sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de 1. F de 1 est égal à 1 moins logarithme de 2, qui est une quantité positive. D'accord? Puisque le logarithme de 2, lui, il est sensiblement égal à 0,69. 1 moins 0,69, c'est une quantité positive. De même, si on calcule, on a déjà calculé d'ailleurs, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à combien? C'est égal à moins l'infini. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que f de 1 multiplié par la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à un nombre négatif, un nombre positif, autant pour moi, un nombre positif multiplié par moins l'infini, c'est égal à moins l'infini, qui est une quantité négative. Si moins l'infini est négatif et f est strictement décroissante, f est strictement décroissante sur cet intervalle-là, sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc, vous avez une fonction qui est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Et donc, le produit des bornes, des images des bornes est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Admet une unique solution dans l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Dans 1 plus l'infini. Alors maintenant, si on veut une valeur approchée de cette solution à 10 puissance moins 2 près, on va utiliser la méthode par dichotomie. Donc pour la méthode par dichotomie, on a f de 1 qui est positif. Il faut calculer f de... Alors si je calcule f de 3 et f de 3, alors f de 3 est égal à combien? F de 3, ça va faire 6K moins ln de 4. Je calcule aussi f de 4. Calcule f de 4. Donc, f de 3, c'est 6K moins ln de 4. Ce qui, bon, on va d'abord simplifier le f de 3. Donc, f de 3 est sensiblement égal à 6K, c'est 3 demi, moins un logarithme de 4. C'est égal à alors, c'est égal à 1,5 moins 2 logarithme de 2
Si on calcule f de 4, c'est égal à, alors 4 fois 2, ça va faire 8 cinquièmes moins logarithme de 5. Si on calcule avec la calculatrice, on va se rendre compte que notre alpha, au fur et à mesure qu'on va faire la dichotomie, notre alpha sera égal à 3,92. 3,92. Très bien. Donc, quatrième question. Préciser le signe de f de x suivant les valeurs de x. Alors, pour préciser le signe de f de x, c'est très simple. On va voir signe de f de x suivant les valeurs de x. Alors là, si on trace un peu un tableau de signes, on aura x là. Nous avons moins 1. Nous avons aussi quelle valeur? On a la valeur alpha. On a la valeur 1 quelque part là. Et on a plus l'infini. Donc ça c'est f' de x. F' de x. Ok. F' de 1 c'est 0. Ok. Ok. F de alpha c'est 0. Et on avait le signe entre moins 1 et 1. La fonction était croissante. Plus. Donc on a plus là. Moins, moins. Très bien. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, la fonction est croissante jusqu'à f de 1, qui est 1 moins logarithme de 2. Elle descend. F de alpha, c'est 0. Et continue de descendre jusqu'à moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Il faut remarquer que f de 0, c'est 0. D'accord? F de 0, c'est 0. Donc, on a un autre 0 ici. Donc, on va bien écrire ça. Donc, on a f de 0 qui est 0. C'est plus partout. Et moins là-bas. Donc, la fonction est croissante. Elle traverse 0. Puisque f de 0, c'est 0. Avant d'arriver à 1 moins ln de 2. Et recommencer à chuter. Vous voyez que sur l'intervalle 0 alpha, la courbe est au-dessus de 0. Et sur l'intervalle moins 1, 0 et alpha plus l'infini, la courbe est en dessous de 0. Donc la conclusion, c'est que pour tout x qui appartient à l'intervalle moins 1 à 0, union alpha à plus l'infini, on a f de x, hein, d'accord, ça c'est f de x. Notre f de x qui est une quantité négative, qui est même strictement négative. Voilà. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle, on peut même fermer 0 alpha. F de x est une quantité positive ou nulle dans certains cas. Donc, c'est tout pour la question 4. Revenons à la question 5. Étudier la continuité et la dérivabilité de g en 0. Continuité et dérivabilité de g en 0. Donc, cinquième question. On va étudier la continuité d'abord. Continuité de g en 0. Comment on étudie la continuité de g en 0? On sait que sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur l'intervalle 0 plus infini, g de t égale à, quelle est l'expression de g de t? C'est ln de 1 plus t sur racine de t. C'est égal à
logarithme de 1 plus t, le tout divisé par racine de t, qui est une fonction continue, comme quotient de deux fonctions continues. D'accord? Comme quotient de fonctions continues. D'accord? Très bien. Elle est continue comme quotient de fonction continue. Maintenant, il faut étudier la continuité en 0 à droite. Pour cela, on va calculer la limite de g de t quand t tend vers 0 par valeur supérieure. Ce qu'on constate, c'est que c'est égal à la limite au logarithme de 1 plus t sur racine carrée de t quand t tend vers 0 plus. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on peut écrire ça de la sorte. C'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus le logarithme de 1 plus t sur t fois t sur racine de t. D'accord? Or, t sur racine de t est égal à racine de t. Donc, tout ceci n'est rien d'autre que racine carrée de t. Maintenant, nous savons que cette quantité-ci tend vers 0, celle-ci. Il reste à savoir vers quoi tend cette quantité. Alors, cette quantité-ci tend vers 1. Elle tend vers 1. Normalement, cette limite est égale à 1 fois 0, qui est égal à 0. 1 fois 0 qui est égal à 0. Maintenant, pourquoi est-ce que limite de ln de 1 plus t, le tout divisé par t, quand t tend vers 0 plus, est égal à 1? Tout simplement parce que si on considère la fonction, par exemple, psi de t égale à ln de 1 plus t, cette limite-ci ressemble à limite de psi de t moins psi de 0 sur t moins 0 quand t tend vers 0. Et la fonction qui est à t abscisse psi de t est une fonction continue et dérivable sur moins 1 à plus infini, donc en 0. Et on sait que cette quantité-ci, c'est le nombre dérivé de la fonction psi en 0. Donc ça, c'est égal à psi prime de 0. Et psi prime de t est égal à combien? 1 sur 1 plus t. Donc, psi prime de 0 est égal à 1. C'est la raison pour laquelle cette limite-là donne 1 multiplié par 0, donc 0. Donc, voilà pour la continuité de t en 0. On a trouvé que la limite là donne 0, qui est égale à g de 0. C'est égal à g de 0. Ça veut tout simplement dire que la fonction g est continue en 0. Maintenant, pour la dérivabilité, il faut calculer limite de g de t moins g de 0 sur t moins 0 quand t tend vers 0 plus. C'est égal à la limite de ln de 1 plus t, le tout divisé par t fois racine de t quand t tend vers 0 plus. On peut séparer cette limite. C'est égal à la limite de ln de 1 plus t sur racine carrée de t, sur t autant pour moi, sur t, multiplié par 1 sur racine carrée de t quand t tend vers 0 plus. Cette quantité-ci, elle est tend vers 1, d'après ce qu'on a démontré tout à l'heure. Cette quantité-ci tend vers plus l'infini. Donc, ça va donner 1 multiplié par plus l'infini, ce qui donne plus l'infini. Ceci montre que la fonction g n'est pas dérivable en 0. Donc, g n'est pas dérivable en 0. N'est pas dérivable en 0, tout simplement. Donc, ça répond à la 5e question.
On passe à la sixième question. Question 6. Montrer que pour tout réel t strictement positif, on a g' de t égale à s de t fois f de t, avec s de t une fonction à préciser. D'accord. Donc, on est à la question 6. On dit de calculer g' de t. Donc, g' de t, c'est égal à la dérivée de logarithme de 1 plus t, tout divisé par racine carrée de t, qui est le ratio de deux fonctions. D'accord. Pour faire la dérivée du ratio de deux fonctions, on peut rappeler la formule u sur v, le tout prime, c'est égal à u' v moins uv', le tout divisé par v carré. Donc, si on applique cette formule, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On va obtenir u', dans la dérivée du numérateur, c'est 1 sur 1 plus t, multiplié par v, c'est-à-dire racine de t, moins v', la dérivée de racine de t, c'est 1 sur 2 racine de t, fois u, c'est-à-dire fois ln de 1 plus t, le tout divisé par le dénominateur au carré, donc racine de t au carré, c'est-à-dire t. À ce niveau, on peut mettre 1 sur 2 racine de t en facteur au numérateur. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 sur 2 racine carrée de t, facteur de 2t sur 1 plus t, moins logarithme de 1 plus t, le tout divisé par racine carrée de t au carré est égal à t. Donc, c'est égal à 1 sur 2t fois racine carrée de t, tout multiplié par 2t sur 1 plus t moins logarithme de 1 plus t. Vous voyez que ce qui est dans la parenthèse représente la fonction f de t. Cette quantité-ci représente la fonction f de t. Donc, on peut dire que ceci est égal à notre s de t fois f de t avec, dans ce cas, s de t qui est égal à 1 sur 2t racine carrée de t. Donc voilà comment on calcule s de t. Après, on a la question 6a. La question 6a, on dit calculer la limite de g en plus l'infini. Pour calculer la limite de g en plus infini, on va tout simplement procéder à un léger changement de variable. Donc, on va dire limite de g de t quand t tend vers plus l'infini. Bon, c'est égal à la limite de logarithme de 1 plus t sur racine de t en t tend vers plus l'infini. À ce niveau, on peut poser, alors on va dire posons u égale à combien? 1 sur t. D'accord? U égale à 1 sur t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a si t tend vers plus l'infini, alors u tend vers 0. Dans ce cas, cette limite est égale à la limite quand u tend vers 0 du logarithme de 1 plus 1 sur u multiplié par racine carrée de u. Parce que dans ce cas, racine carrée de u est égale à 1 sur racine carrée de t. Très bien. Donc, multiplié par racine carrée de u. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient limite quand u tend vers 0 de logarithme de u plus 1 sur u, tout multiplié par racine carrée de u. Qu'est-ce que ça donne? On peut développer. C'est égal à la limite de racine carrée de u multiplié par logarithme de 1 plus u quand u tend vers 0, 0 plus bien sûr. D'accord, c'est 0 plus, moins
limite quand u tend vers 0 de racine carrée de u fois logarithme de u. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce niveau? À ce niveau, si on remplace u par 0, on aura 0 fois ln de 1, donc fois 0. Cette quantité-ci donne 0. Ici, on a aussi une identité classique, la limite de x puissance alpha fois logarithme de x. Quand x tend vers 0, ça c'est si alpha est strictement positif, cette quantité donne 0. Donc ça c'est un rappel aussi des limites. Ça fait que cette autre quantité aussi tend vers 0. Donc au final on aura 0 moins 0, ce qui va donner 0. D'accord? Maintenant la question 6b. Donc on a limite de g de t quand t tend vers plus l'infini est égal à 0. Question 6b. La question 6b, on dit de tracer le tableau de variation de g. Pour tracer le tableau de variation de g, on va étudier le signe de g. On sait que g' de t est égal à s de t multiplié par f de t. Avec notre s de t qui était égal à 1 sur 2t fois racine carrée de t. À ce niveau, s de t, c'est une quantité strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, qui est le domaine de définition de G, dont le signe de G' dépend essentiellement du signe de f, donc sur l'intervalle 0 plus infini. Et on sait que f était de signe, alors si on revient voir le signe, était de signe positif sur l'intervalle 0 alpha et négatif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc on va tout simplement tracer notre tableau de variation en prenant en considération le fait que la fonction est f est positive sur 0 alpha et négative sur alpha plus infini. Donc on a notre g' de t ici. Après ça, on aura g de t. G de t. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait négatif sur alpha plus infini et positif sur 0 alpha. Donc plus moins. La limite de g bon, g est continu en 0. Donc g de 0 c'est 0. Ça monte à g de alpha. D'accord? Et puis ça redescend à la limite en plus infini qui est 0. Ici, en guise de rappel, on peut voir que g de alpha, alors g de alpha, à quoi est égal à g de alpha? G de alpha c'est égal à ln de 1 plus alpha sur racine carrée de alpha. Or, f de alpha lui aussi, f de alpha est égal à quoi? Est égal à 0. Ça veut tout simplement dire que 2 alpha sur 1 plus alpha moins logarithme de 1 plus alpha égale à 0. Ça veut donc dire que logarithme de 1 plus alpha est égal à 2 alpha sur 1 plus alpha. Donc en fin de compte, on aura notre g de alpha qui est égal à 2 alpha sur 1 plus alpha, le tout divisé par racine carrée de alpha, ce qui va donner 2 alpha sur racine carrée de alpha facteur de 1 plus alpha. Voilà notre g de alpha et c'est tout pour la partie A de l'exercice 1 qui était une partie plutôt bien prenable. Maintenant la partie B c'est une partie avec les études intégrales. Donc on passe à la partie B de l'exercice 1. Donc cette partie a pour objectif de déterminer les A en unité d'aire du domaine du plan limité par l'axe des abscisses, la courbe gamma et la droite d'équation x égale à 1. Alors la courbe gamma c'est la courbe de la fonction g, n'est-ce pas? C'est ça la courbe gamma. C'est vrai qu'on ne l'a pas tracé, mais bon, on va le faire. Donc première question, étudier sur l'intervalle 0 plus infini la dérivabilité de la fonction g1 égale à racine de x fois ln de 1 plus x. Donc, on va étudier la dérivabilité de g1.
Alors, on va revenir là. On est à la partie B. Partie B, c'est dérivabilité de G1. Comment on étudie la dérivabilité de G1? Alors, G1 de x est égal à racine carrée de x fois logarithme de 1 plus x. On va étudier sa dérivabilité sur l'intervalle 0 fermé jusqu'à plus l'infini. Pour ce faire, on va d'abord étudier sur l'intervalle 0 ouvert. On va dire que sur l'intervalle 0 plus l'infini, G1 est dérivable. Elle est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Comme produit de fonctions dérivables. Fonction dérivable. D'accord? Pourquoi? Parce que la fonction qui a x associée racine carrée de x est dérivable sur 0 exclu à plus infini. Et de même, la fonction qui a x associée logarithme de 1 plus x est aussi dérivable sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, il faut étudier la dérivabilité en 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Pour cela, on va calculer limite de g1 de x moins g1 de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, c'est égal à la limite. Alors g1 de x, c'est racine carrée de x fois logarithme de 1 plus x. G1 de 0, c'est 0. D'accord, donc moins 0 divisé par x. Quand x tend vers 0 plus, c'est égal à la limite. Alors, lorsqu'on va on peut simplifier ça. C'est égal à la limite de racine de x multiplié par logarithme de 1 plus x, le tout divisé par x quand x tend vers 0 plus. Or, cette limite en 0 plus, elle vaut 1 et celle-là, la limite de racine de x vaut 0. Donc, on aura 0 fois 1 qui donne 0. D'accord? Donc, en fin de compte, cette limite est égale à 0. C'est une quantité finie, donc on va conclure que la fonction g est dérivable en 0. G1 est dérivable en 0. G1 est dérivable à droite de 0. À droite de 0. Et le nombre dérivé de la fonction g1 à droite de 0 est égal à 0, tout simplement. Donc ça permet de répondre à la question. Alors la question 8b, on dit soit phi la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par phi de x égale à 2 racines de x ln de 1 plus x moins l'intégrale de 0 à x de 2 racines de t sur 1 plus t dt. Montrer que phi est dérivable en tout point de l'intervalle 0 plus infini et que phi de x égale à et que phi prime de x, d'accord, il y a une erreur là, phi prime de x égale à g de x. Donc là, on passe à la question 8b. 8b, dans notre phi de x, comme c'est dit, c'est égal à racine carrée de x. Alors, qu'est-ce que j'écris? C'est 2 racines carrées de x. Phi de x, c'est 2 racines carrées de x fois logarithme de 1 plus x. D'accord? Moins intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t dt. On peut remarquer que c'est encore égal à combien? C'est encore égal à 2 fois g1 de x moins l'intégrale de 0 à x de 2t sur 1 plus t dt. Donc voilà notre phi de x. Or, nous savons que g1 est dérivable en tout point
est dérivable en tout point d'après la question précédente, en tout point de l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien. Donc, G1 est dérivable. Maintenant, il ne manque plus qu'à étudier la dérivabilité de cette fonction intégrale. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction intégrale, il suffit d'étudier la dérivabilité de la continuité de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la fonction qui a t associe 2t sur 1 plus t est continue. Cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini comme une fonction rationnelle, comme fraction rationnelle. Donc, la fonction qui a x associe intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t dt est dérivable. Cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc, on vient de montrer que la fonction phi est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Donc, ainsi, phi est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Somme de fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien. Maintenant, si on calcule la dérivée de phi de x, à quoi est égal la dérivée de phi de x? On aura phi prime de x, c'est égal à la dérivée de 2 racines de x fois logarithme de 1 plus x. Donc, c'est la dérivée de toute cette quantité moins la dérivée de l'intégrale de 0 à x de 2t sur 1 plus t dt, la dérivée de toute cette quantité. Alors, on va commencer par calculer la première dérivée. La dérivée de 2 racines de x, ln de 1 plus x, c'est le produit de deux fonctions. Alors, ça va faire la dérivée de 2 racines de x, donc 2 sur 2 racines de x, fois ln de 1 plus x, u'v plus uv', donc plus 2 racines de x sur 1 plus x, moins, alors à quoi est égal à la dérivée de l'intégrale de 0 à x de 2t sur 1 plus t. Cette dérivée est égale tout simplement à combien? Alors, c'est 2 racines de t, hein, si je me trompe. C'est 2 racines de t. 2 racines de t, on va corriger partout. 2 racines de t. Donc, moins 2 racines de x sur 1 plus x. Pourquoi? Tout simplement en guise de rappel, la dérivée d'une fonction qui s'écrit intégrale de u de x à v de x de g de t, ou bien on va dire de h de t, oui, pour ne pas prêter confusion, de h de t dt. La dérivée d'une telle fonction, la formule c'est quoi? C'est v' de x fois h de v de x moins u' de x multiplié par h de u de x. Tout simplement. Donc ici, si on applique là, on aura donc la dérivée de x, c'est 1 fois h de x, donc fois 2 racines de x sur 1 plus x, moins la dérivée de 0 qui est 0 multiplié par le reste, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Les choses vont se simplifier. Voilà. Là aussi, les deux vont se simplifier. On va rester avec exactement logarithme de 1 plus x sur racine carrée de x. Ça, c'est phi prime de x qui n'est rien d'autre que g de x. D'accord?
Et si vous calculez aussi phi de 0, vous allez voir que phi de 0 est égal à 0. Très bien. Donc, on a répondu à la question. On déduit que l'air est égal à cette quantité. Alors, cette aire, c'est l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe gamma et la droite d'équation x égale à 1. D'accord? Donc, tout simplement, l'aire-ci, cette aire-là, cette aire-ci, que voici, représente l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va calculer tout de suite. Donc, on revient sur notre tableau. On est à la question 9. L'aire recherchée, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de quelle quantité de g de x dx qui est égale. Alors, c'est quoi la primitive de g? La primitive de g, c'est phi, puisqu'on a trouvé que phi prime de x égale à g de x. Ça veut dire que la primitive, si on fait la primitive de phi prime de x dx, c'est égal à la primitive de g de x dx. Alors, la primitive de phi prime de x, c'est phi de x dx. Phi de x, tout simplement. Donc, phi de x est égal à la primitive de g de x dx. Très bien. Donc, une fois que c'est dit, on va donc calculer, tout simplement cette primitive là. C'est égal à phi de x allant de 0 à 1, ce qui est égal à phi de 1 moins phi de 0. Alors, si on regarde bien la fonction phi, à quoi est égal à phi de 1? Phi de 1, c'est 2 ln de 2 moins intégrale de 0 à 1 de 2 racines de t. Il y a une racine carrée ici. OK. Donc, on a donc phi de 1, c'est 2 ln de 2 moins intégrale de 0 à 1 de 2 racines carrées de t sur 1 plus t dt. Et phi de 0, c'est 0. Donc, ça démontre le résultat recherché. On a bien l'air recherché qui est égal à 2 ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1, 2 racines carrées de t sur 1 plus t dt. Très bien. Ça, c'est la question 9. On revient à la question 10. La question 10, on dit soit h, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par h de x égale à l'intégrale de 0 à x de 2t sur 2 racines de t sur 1 plus t, que voici dt, et k, la fonction définie sur l'intervalle i égale à 0 pi sur 2 par k de t égale à tangente carrée de t. Calculer h rond k de 0. D'accord. On va calculer h rond k de 0. Donc, question 10a. On va calculer h rond k de 0. C'est égal à h de k de 0. D'accord. H de k de 0, ça va faire intégrale de 0 à k de 0 de 2 racines carrées de t sur 1 plus t dt. Alors, k de 0, c'est tangente 0, c'est-à-dire intégrale de 0 à tangente carrée de 0 de 2t sur 1 plus t. Bon, 2 racines carrées de t sur 1 plus t dt, qui est à l'intégrale de 0 à 0 de 2 racines carrées de t sur 1 plus t dt, qui n'est rien d'autre que 0. Donc, h rond k de 0, c'est 0. Maintenant, la question 10b, on demande de calculer la dérivée h rond k prime de θ pour θ appartenant à i. Donc, ici, on demande de calculer
h rond k prime de θ, θ appartenant à l'intervalle i. Donc, d'après la formule, la composée de deux fonctions, la dérivée de la composée de deux fonctions, c'est égal à k' de θ multiplié par h' de k de θ, tout simplement. Or, k' de θ, à quoi est égal à k de θ? On sait que k de θ, c'est tangente carrée de θ. Ça veut dire que k' de θ est égal à 2 fois la dérivée de tangente θ, c'est-à-dire 1 plus tangente carré θ, multiplié par tangente de θ encore. Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient alors que cette quantité-ci, n'est-ce pas, k' de θ, ça va faire 2 tangente θ multiplié par 1 plus tangente carré de θ multiplié par h'. H' de k de θ, on sait que h' de x, c'est, si on regarde h' de x, c'est 2 racines carrées de x sur 1 plus x. Donc h' de k de θ, ça va faire h' de tangente carrée de θ, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de tangente carré de θ sur 1 plus tangente carré de θ. Alors, lorsqu'on va simplifier ça, il y a des éléments qui vont se simplifier. 1 plus tangente carré de θ va se simplifier avec ça. La racine carrée de tangente carré de θ, c'est égal à tangente de θ. On va donc rester avec 4 tangente carré de θ, parce qu'on aura une tangente de θ ici multiplié par le tangente de θ qu'on obtient ici. Ça fait tangente carré de θ, ce qui donne bien 4 fois k de θ. Très bien. Maintenant, la question 10C. La question 10C, on demande... Qu'est-ce qui est demandé? On déduit l'expression de h rond k de θ. Quelle est l'expression de h rond k de θ? On sait que h rond k prime de θ est égal à 4 tangente carré de θ, qui est égal à 4 facteur de tangente carré de θ plus 1 moins 1. On va écrire ça comme ça. 4 facteur de tangente carré de θ plus 1, le tout moins 4. Donc, ça veut dire que h rond k de θ, c'est égal à la primitive de cette quantité. N'est-ce pas? C'est la primitive de h rond k prime de θ qui est égal à la primitive de 4 facteur de tangente carré de θ plus 1 moins 4, tout ça dθ, qui est égal à... Alors, c'est quoi la primitive de 1 plus tangente carré θ? C'est tangente θ. Donc, c'est égal à 4 tangente de θ moins 4 θ. D'accord? Plus une constante lambda. Cependant, on sait que h rond k de 0 égale à 0. Ça, c'est pour pouvoir trouver la valeur de lambda. Ceci implique que, 4 tangente de 0 moins 4 fois 0 plus lambda égale à 0, ce qui permet d'avoir lambda égale à 0. Donc, finalement, h rond k de θ est égal à 4 tangente θ moins 4 θ. Donc, voilà l'expression de h rond k de θ. Très bien. Donc, là, on peut passer à la question D. Question D, c'est... Alors, la question D nous dit,
C'est la question D. Calculer h de 1 et k de pi sur 4 en déduire la valeur exacte de a. Très bien. Donc, on a la question 10D. On dit de calculer h de 1 et k de pi sur 4. Donc, h de 1 et k de pi sur 4 pour en déduire la valeur de a rond. Très bien. Donc, alors, si on calcule h de 1, c'est égal à h de tangente carré de pi sur 4, c'est-à-dire c'est égal à h de k de pi sur 4. Or, k de pi sur 4 égale à 1. D'accord? C'est pourquoi on a ça. Donc, h de k de pi sur 4, c'est égal à h rond k de pi sur 4. Et h rond k de pi sur 4 est égal à quoi? C'est égal à 4 tangente de pi sur 4 moins 4 fois pi sur 4. D'accord? 4 tangente pi sur 4, ça va faire 4 moins pi. Donc voilà h de 1. Et finalement, si on veut calculer, si on veut en déduire la valeur de l'air A rond, l'air A rond est égal à, c'est égal à 2 ln de 2 moins l'intégrale de 0 à 1, 2 racines de t sur 1 plus t dt. Or, on se rend compte que cette quantité-ci n'est rien d'autre que h de 1. Donc, vous voyez que l'air va donner 2 logarithmes de 2 moins 4 plus pi. Tout ça multiplié par unité d'air. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Premier exercice, présélection 2021. N'hésitez pas à poser-nous les questions en commentaire pour des incompréhensions et les ajouts. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc, nous venons d'achever le premier exercice de la présélection de l'ICA 2021. Là, on va passer par l'exercice 2 parce qu'il me semble très évident. Mais on passe plutôt à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est un exercice sur les suites. Donc, l'exercice 3, alors ici, on considère la suite Dn définie par D0 égale à 1, Dn égale à 0. Et pour tout entier naturel n non nul, D indice n plus 1 est égal à n fois D indice n plus D indice n moins 1. Première question, calculer D2, D3, D4, D5. Deuxième question, montrer que pour tout n entier naturel, D indice n plus 1 est égal à n plus 1 fois D indice n plus moins 1 puissance n plus 1, etc. Donc, on va commencer par la première question. Donc là, on repasse sur notre tableau noir, sur une nouvelle page. On va noter cet exercice, l'exercice 3. Alors, là, on est à l'exercice 3. Exercice 3. OK. Alors, dans cet exercice, on a dit que D0 égale à 1, D1 égale à 0. Et quel que soit n entier naturel non nul, D indice n plus 1 est égal à n fois multiplié par dn plus dn moins 1. Très bien. Première question, c'est calculer D2, D3, D4 et D5. Donc de D2 à D5. Alors D2, pour calculer D2, on remplace tout simplement n par 1 dans la relation de récurrence. Si on pose n égale à 1, on aura D2 égale à 1 multiplié par D1 plus
D0, c'est-à-dire 1, n'est-ce pas? On aura un facteur de 1 plus 0, donc 1 fois 1 qui donne 1. Pour n égale à 2, on obtient D3 est égal à 2 facteur de D2 plus D1. Alors D2 c'est 1 et D1 c'est 0. Donc on aura donc 2 facteur de 1 plus 0 qui donne 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Pour n égale à 3, on aura D4 qui est égal à 3 facteur de D3 plus D2. D3 plus D2, alors ça fait 3 multiplié par D3. C'est 2 plus D2 qui est 1. On a 3 fois 3 qui vont donner 9. Et enfin, pour n égale à 4, on a D5 qui est égal à 4 facteur de D4 plus D3, ce qui va faire 4 facteur de D3 c'est 9, enfin D4 c'est 9 et D3 c'est 2. Donc 9 plus 2 c'est 11, 11 fois 4 ça fait 44. 44. C'est pour la première question. Dans la deuxième question, on dit de montrer que dn plus 1 est égal à n plus 1 multiplié par d indice n plus moins 1 puissance n plus 1. Donc on va montrer que d indice n plus 1 est égal à quoi? Alors est égal à n plus 1 multiplié par dn plus moins 1 puissance n plus 1. Très bien. Donc pour démontrer ça, on va procéder par récurrence. D'accord? On va procéder par récurrence. On va appeler R de n la proposition quel que soit n supérieur à 0, d indice n plus 1 est égal à n plus 1 multiplié par dn plus moins 1 puissance n plus 1. On va commencer par l'initialisation. Donc, initialisation. Est-ce que cette relation est vraie pour n égale à, disons, 0? Pour n égale à 0, alors, on a D0 égale à combien? Égale à 1. Et à droite de l'égalité, qu'est-ce qu'on a? On aura 0 plus 1 fois... Alors, c'est pour n strictement plus grand que 1. Donc, on va commencer à 1. Donc, pour n... Oui, pour n égale à 0. Pourquoi pas? Pour n égale à 0, on a plutôt D1. À gauche, on a D1. D1 égale à combien? Égale à 0. Ouais. D1 égale à 0. Et 0 plus 1 multiplié par D0 plus moins 1 puissance 0 plus 1 est égal à combien? 0 plus 1 c'est 1 multiplié par D0, ça fait 1 plus moins 1 puissance 1, ce qui va faire 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc on voit bien que D1 est bien égal à 0 plus 1 fois D0 plus moins 1 puissance 0 plus 1. Donc, R de 0 est vrai. R de 0 est une proposition vraie. Maintenant, on passe à l'hérédité. Hérédité. Pour l'hérédité, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, supposons que pour n supérieur à 0, on a d indice n plus 1 égale à n plus 1 tout multiplié par d indice n plus moins 1 puissance
n plus 1. Et on va dire montrons que d indice n plus 2 est égal à n plus 2 multiplié par d indice n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 2. Donc voilà ce que nous allons montrer. Pour cela, on calcule donc d indice n plus 2. D indice n plus 2, d'après la définition, d'après la relation qu'on a trouvée à la question 1, question 1A, 1B autant pour moi. Donc d'après la définition même de la relation ici, d indice n plus 2 est égal à quoi? C'est égal à d indice n plus 1 plus 1, d'accord, qui est égal donc à n plus 1 multiplié par d indice n plus 1 plus d indice n. Très bien. Donc, alors, c'est égal à combien? Cette quantité, c'est égal à n plus 1 tout multiplié par, alors l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, d indice n plus 1, n'est-ce pas, cette quantité-ci, d indice n plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, quand on dit supposons que d indice n plus 1 est égal à ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc d indice n plus 1 est égal à n plus 1, tout multiplié par d indice n plus moins 1 puissance n plus 1 plus d indice n. D'accord. Très bien. Donc j'ai remplacé d indice n plus 1 par son expression. Vous voyez qu'il y a un facteur commun là qui se dégage, qui est d indice n. Ça va donc être égal à n plus 1 multiplié par n plus 1 plus 1, le tout multiplié par d indice n plus moins 1 puissance n plus 1. Très bien. Et à ce niveau, un peu développé, on aura n plus 1 multiplié par, bon, n plus 1 plus 1, c'est égal à n plus 2 par d indice n plus moins 1 puissance n plus 1. Ce qui va donc être égal à n plus 1 facteur de n plus 2 tout multiplié par d indice n plus n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1. Très bien. Donc à ce niveau, on peut encore faire un petit jeu de manipulation. On va écrire ça comme ceci, n plus 2, le tout multiplié par n plus 1 fois d indice n, plus maintenant le reste, n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que n plus 1 fois d indice n, c'est-à-dire l'expression que j'ai mis en jaune là, n plus 1 fois d indice n, est en réalité égal à d indice n plus 1 moins 1 puissance n plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence. D'accord? Parce que l'hypothèse de récurrence, elle est là. Elle est là, l'hypothèse de récurrence. Donc voilà notre hypothèse de récurrence ici. Vous voyez qu'on peut tirer... non, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ça l'hypothèse de récurrence, c'est plutôt ceci.
C'est plutôt l'hypothèse de récurrence, voilà. On voit que d'après l'hypothèse de récurrence, on peut tirer n plus 1 multiplié par d indice n en faisant traverser tout simplement le moins 1 puissance n plus 1 de l'autre côté de l'inégalité. On aura donc n plus 1 fois d indice n est égal à d indice n plus 1 moins cette quantité, moins 1 puissance n plus 1. Donc, une fois qu'on a ça, on peut même encore mieux l'écrire. On peut encore mieux l'écrire en disant que c'est encore égal à d indice n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 2. Donc, on obtient alors que cette quantité-ci sera égale à n plus 2 multiplié par, on va remplacer ceci par son expression, qui est quoi? Qui est d indice n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 2. D'accord? Le tout multiplié maintenant plus n plus 1 fois moins 1. On va nettoyer ça. Fois moins 1 puissance n plus 1. Si on développe donc, on obtient n plus 2 fois d indice n plus 1 plus n plus 2 fois moins 1 puissance n plus 2 plus n plus 1 fois moins 1 puissance n plus 1. Si on veut être plus simple, on peut laisser ici, on peut laisser cette expression-ci, comme ça. Et on met plutôt n plus 1, comme ça. Et de cette façon, on a un facteur commun qui est moins 1 puissance n plus 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? Regardez bien ce qu'on obtient. On va obtenir n plus 2 multiplié par d indice n plus 1 plus, je mets le facteur commun en facteur qui est moins 1 puissance n plus 1. On va rester avec quoi? Moins facteur de n plus 2 qui est moins n moins 2 plus n plus 1. D'accord? Donc, vous observez bien que les n vont se simplifier. On va rester avec 1 moins 2 qui donne moins 1. On aura donc n plus 2 multiplié par d indice n plus 1 moins 1 puissance n plus 1. Or, le moins ici peut monter. Moins 1 fois moins 1 puissance n plus 1, ça fait plus moins 1 puissance n plus 2. Et ça démontre bien ce qu'on voulait faire. C'est n indice, d indice n plus 2. Donc, c'est tout pour cette démonstration par récurrence. Ensuite, à la deuxième question, on dit, on considère pour tout entier naturel n l'intégrale i indice n égale à 1 sur factoriel n intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt. Calculer I0, puis trouver la relation entre IN et IN plus 1 pour tout entier naturel N. Alors, pour calculer I0, c'est très simple. Hein? I0, c'est N égale à 0, n'est-ce pas? C'est N égale à 0 dans la question 2A. On passe à la question 2A. 2A. I0, bon, IN d'abord. IN est égal à 1 sur factoriel N, intégrale de 0 à 1 de t puissance N exponentielle de t dt. Alors, I0, pour n égale à 0, on aura 1 sur, attention, non, I0, c'est 1 sur factoriel 0, intégrale de 0 à 1 de t puissance 0 exponentielle de t dt. Factoriel 0, c'est 1. T puissance 0, c'est 1. Donc, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de t dt, qui est égal à la primitive d'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t lui-même, t allant de 0 à 1. T égale à 1, ça fait E. T égale à 0, ça fait 1. Donc, I0 est égal à E moins 1. I0 est égal à
E moins 1. Ensuite, la relation entre IN plus 1 et IN, là on va calculer IN plus 1. IN plus 1, c'est 1 sur factoriel de N plus 1 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de t puissance N plus 1 exponentielle de t dt. Donc ça c'est I0, IN plus 1. Et là on va procéder par une intégration par partie. Intégration par partie. Donc, pour faire l'intégration par partie, on va poser U de t égale à t puissance n plus 1 et v' de t égale à exponentielle de t. Ça veut dire que U' de t est égal à n plus 1 multiplié par t puissance n et v de t est égal à exponentielle de t. Par conséquent, on aura I indice n plus 1 qui est égal à 1 sur factoriel n plus 1. Le tout multiplié par la primitive de U fois V, donc t puissance n plus 1 exponentielle de t allant de 0 à 1, moins 1 sur factoriel n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de U'V, donc de n plus 1 exponentielle de t fois t puissance n dt. Ça va donner, alors pour t égale à 1, ça fait exponentielle. Pour t égale à 0, c'est 0. Donc ça fait exponentielle sur factoriel n plus 1. D'accord. Moins 1 sur factoriel n plus 1 multiplié par, alors ce n plus 1 peut sortir de l'intégrale, ça fait n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt, ce qui va donner e sur factoriel n plus 1 multiplié par, alors n plus 1 sur factoriel n plus 1 c'est 1 sur factoriel n intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt. On retrouve donc la relation finale qui dit que I indice n plus 1 est donc égal à E sur factoriel n plus 1 moins IN. Voilà la relation recherchée. Et là, on va passer à la question 2B. Question 2B, on déduit que pour tout entier naturel n, on a E fois D indice n est égal à factoriel n facteur de 1 plus moins 1 puissance n fois IN. Alors, cette expression, on va démontrer ça par récurrence. Par récurrence, il y a deux étapes. Il y a l'initialisation et l'hérédité. Nous n'allons pas faire l'initialisation, on va passer directement à l'hérédité en supposant que tout le monde sait faire une initialisation en récurrence. Donc, là, on est à la question 2B. D'accord? Question 2B. On dit de montrer que E fois D indice n est égal à factoriel n facteur de 1 plus moins 1 puissance n fois I indice n. Très bien. Donc, pour faire ça, alors l'initialisation, c'est simple. Vous remplacez n par 0, vous vérifiez que l'égalité est vraie. Ensuite, pour l'hérédité, on va calculer E fois D indice n plus 1. E fois D indice n plus 1 est égal à E multiplié par... Alors, à quoi est égal à D indice n plus 1 d'après la question précédente? C'est n plus 1, tout multiplié par D indice n plus moins 1 puissance n plus 1. Ce qui va donner E fois n plus 1 fois D indice n plus E fois moins 1 puissance n plus 1. D'accord? Ce qui est égal à, on peut remplacer, on peut écrire comme ceci, n plus 1
tout multiplié par E fois D indice N plus E fois moins 1 puissance N plus 1. Très bien. On peut remplacer donc l'hypothèse de récurrence. On peut remplacer ceci par l'hypothèse de récurrence parce qu'on fait les résultats de l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on veut démontrer. On va donc dire que c'est égal à N plus 1. Tout ça multiplié par E fois D indice N est égal à factoriel N, facteur de 1 plus moins 1 puissance N fois IN. D'accord? Tout ça plus E fois moins 1 puissance N plus 1. C'est N plus 1. OK. Très bien, on peut donc développer. Ça va donner N plus 1 multiplié par factoriel N facteur de 1 plus moins 1 puissance N fois IN plus E fois moins 1 puissance N plus 1. Alors, notre tableau noir est fini. C'est pas grave, on va continuer avec d'autres couleurs. Alors, c'est égal à combien? On est en train de calculer E fois D indice N plus 1. N'oublions pas. C'est égal à combien ici? On a N plus 1 multiplié par factoriel N, c'est égal à factoriel N plus 1. Factoriel N plus 1. Le tout multiplié par 1 plus factoriel N plus 1 multiplié par moins 1 puissance N fois IN. Maintenant, plus E fois moins 1 puissance N plus 1. Très bien. Alors, à ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est remplacer IN par son expression. On sait d'après cette question, on sait que ceci veut dire que IN est égal à combien? Est égal à E sur factoriel N plus 1 moins I indice N plus 1. Donc voilà l'expression de IN. Ok, voilà IN. On va remplacer l'expression de IN dans cette écriture ici. Donc en remplaçant, on va obtenir N plus factoriel N plus 1 plus factoriel N plus 1 fois moins 1 puissance N multiplié par IN qui est à quoi est égal à IN? IN c'est E sur factoriel N plus 1 moins I indice N plus 1. Tout ça maintenant plus E facteur de moins 1 puissance N plus 1. Très bien. Donc à ce niveau, on constate qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Et il y a factoriel N plus 1 qui va se simplifier avec ce factoriel N plus 1. On va rester avec quoi? On va rester avec factoriel N plus 1 plus moins 1 puissance N fois E, n'est-ce pas? Et enfin, plus factoriel N plus 1 fois moins 1 puissance N fois IN. Maintenant, plus E fois moins 1 puissance N plus 1. Très bien. Maintenant, à ce niveau, il faut remarquer que moins 1 puissance N fois E et moins 1 puissance N plus 1 fois E vont s'éliminer. Ça va donner 0. Donc, ça, c'est N plus 1. Pardon. Ça va donner 0. Donc, on va rester avec quoi? Factoriel N plus 1. Factoriel N plus 1. Plus factoriel N plus 1 fois... alors...
Attention, c'est moins, ici c'est moins. Ici c'est moins. Donc ici c'est moins. Donc là on aura moins. Fois moins 1 puissance n. I indice n plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on met factoriel n plus 1 en facteur, on aura factoriel n plus 1 en facteur. Il va rester 1 moins 1 puissance n. Attention. Moins 1 puissance n fois i indice n plus 1. Maintenant, le moins ici, avec le moins 1 puissance n, ça va faire plus moins 1 puissance n plus 1. Donc, c'est égal à n plus 1, facteur de 1 plus moins 1 puissance n plus 1 fois i indice n plus 1. Et c'est ça qu'on voulait montrer, que e fois d indice n plus 1 est égal à cette quantité. Donc, ça permet donc de conclure sur cette démonstration. Très bien. On passe à la question C. C'est de montrer alors que, quel que soit n entier naturel, on a cette inégalité. Bon, ça c'est immédiat, hein? Cette inégalité est immédiate. C'est-à-dire, à partir de cette relation, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que si on divise tout le monde par E, on aura D indice n qui est égal à factoriel n sur E. D'accord? Tout facteur de 1 plus moins 1 puissance n in. Alors, si on fait moins factoriel n sur E, membre à membre, ça on peut encore développer même. C'est égal à factoriel n sur E plus factoriel n sur E fois moins 1 puissance n in. D'accord? Donc, on peut donc réécrire ça là-bas. Ce qu'on vient de trouver, c'est la question. Alors, c'est quelle question? Question C. Question C. On sait que E est égal à E fois dn est égal à factoriel n, facteur de 1 plus moins 1 puissance n fois in. C'est ce qu'on a démontré. Ceci veut dire que d indice n est égal à factoriel n sur E. Factoriel n sur E. Factoriel n sur E, facteur de 1 plus moins 1 puissance n in, qui est encore égal à factoriel n sur E plus moins 1 puissance n fois factoriel n sur E fois in. Donc, on remarque donc que dn moins factoriel n divisé par exponentielle est égal à moins 1 puissance n fois factoriel n divisé par E in, qui est égal à moins 1 puissance n fois factoriel n sur E. In, l'expression de in, c'est 1 sur factoriel n intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt. Alors, si on calcule donc valeur absolue de dn moins factoriel n divisé par E, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient valeur absolue de tout ceci. Bon, déjà à ce niveau, il y a les factoriels n qui vont se simplifier. On va rester avec quoi? On va rester avec moins 1 puissance n sur E fois intégrale de 0 à 1 t puissance n exponentielle de t dt. Donc, valeur absolue de dn moins factoriel n sur E est égal à valeur absolue de moins 1 puissance n sur E intégrale de 0 à 1 et t puissance n exponentielle de t dt. Or, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. On va rester avec quoi? On va rester avec 1 sur E
intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt. Or, nous savons que si t est compris entre 0 et 1, si t est compris entre 0 et 1, ça veut dire tout simplement que exponentielle de 0 est plus petit que exponentielle de t, qui est plus petit que exponentielle de 1. C'est-à-dire que exponentielle de t est plus petit que e. D'accord? Si on multiplie par t puissance n, ça veut dire qu'on aura t puissance n exponentielle de t qui est plus petit que t puissance n fois e. Et une fois qu'on a ça, si on passe à l'intégrale membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois e dt. Si on divise membre à membre par e, on aura quoi? On aura 1 sur e intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle de t dt qui est plus petit que 1 sur e intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois e dt. Alors cette quantité, ce n'est rien d'autre que voilà celui de dn moins factoriel n sur e. D'accord? Donc, on obtient donc que notre encadrement valable sur de dn moins factoriel n sur e est égal à, enfin, est inférieur ou égal à 1 sur e intégrale de 0 à 1 de t puissance n exponentielle dt. Exponentielle peut sortir de l'intégrale et ça vient se simplifier avec cette autre exponentielle qui donne alors intégrale de 0 à 1 de t puissance n dt. Dans ce cas, la primitive de t puissance n, c'est 1 sur n plus 1, t puissance n plus 1. Donc, t puissance n plus 1 sur n plus 1, t allant de 0 à 1, ce qui va donner 1 sur n plus 1. D'accord, donc, en fin de compte, on trouve bien que valable sur de dn moins factoriel n sur e est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, tout simplement. Très bien. Donc, après on dit vérifier que cette inégalité détermine parfaitement dn pour n supérieur ou égal à 2. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer dn à partir de cette inégalité? Cette inégalité nous montre simplement que au fur et à mesure que n devient grand, alors dn est une valeur approchée de factoriel n sur e. D'accord? C'est-à-dire que à ce niveau, ce qu'il faut dire, on a la question D. Ce qu'il faut dire ici, c'est que dn est une valeur approchée de factoriel n sur e lorsque n est grand. Pourquoi? Tout simplement parce que si n est grand, c'est-à-dire si n tend vers plus l'infini, si n devient de plus en plus grand, alors la quantité 1 sur n plus 1 tend vers 0. Et donc, d indice n sera sensiblement égal à factoriel n sur e. Or, d indice n c'est un entier. Donc, d indice n c'est l'entier naturel qui est directement proche et inférieur à factoriel n sur e, qui n'est rien d'autre que partie entière de factoriel n sur e, tout simplement. Donc, voilà comment est-ce qu'on détermine d indice n. Après, on dit de calculer d5 et d10. Alors, d5, c'est partie entière de factoriel 5 sur e. D'accord? Factoriel 5 sur e, ça va faire partie entière. Alors, si on prend la calculatrice, voilà. On prend factoriel 5. Factoriel 5, ça fait 120 divisé par exponentielle égale, ça fait 44,15. Donc, partie entière de 44,15, ce qui est bien égal à 44. Et c'est bien ce que nous avons trouvé au départ. Si on revient au long au départ, pour voir à quoi correspond d indice 5.
Il est où? Alors, voilà, il est là. D indice 5, il est là. Ça donne bien 44. D'accord? Ça donne bien le même résultat. Donc, si vous voulez calculer D indice 10, ça va faire factoriel partie entière de factoriel 10 sur E. On peut calculer ça. On supprime tout ça. Factoriel 10. Factoriel 10. Oui, le factoriel il est là. Divisé par E est égal à ça. C'est la partie entière de cette quantité. 1 334 960. Bon, c'est 1 334 960. Voilà. Donc, c'est tout pour cet exercice 3 du concours de présélection de l'ICA 2021. N'oubliez pas, ce document est disponible. Vous nous contactez. Vous aurez le document avec les corrections et plus particulièrement avec cette troisième partie qui présente les origines des exercices, qui est très important. Je tiens à vous dire une chose, c'est que la réussite d'un concours ne se fait pas au hasard. D'après mes statistiques, 80% des lauréats à ces concours ont traité au moins 70% du sujet avant le jour de la concours, c'est-à-dire qu'ils ont eu à faire d'une manière ou d'une autre l'exercice qui vient au concours. Donc, c'est la raison pour laquelle on a introduit cette troisième partie dans le document intitulée Origine des exercices des anciens sujets. Pourquoi? Parce que il est fort probable que les personnes qui ont conçu les sujets partent encore dans ces ressources-là, tirer les prochains exercices des prochains concours. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez au maximum et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. À très bientôt.